Bienvenue dans La vie sportive et associative, le podcast qui donne la parole aux acteurs qui font vivre le sport au quotidien. Bénévoles, dirigeants et experts, ici nous partageons les idées, les expériences et les savoir-faire qui font avancer la vie associative, mais aussi des analyses et des conseils concrets pour aider les structures sportives à se développer. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode « Être dirigeant d'une association sportive en 2025 ». Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet essentiel, souvent méconnu mais fondamental dans le sport et bien au-delà, le monde associatif. Créer une association sportive, c'est un peu comme faire construire une maison, acheter une voiture et élever un enfant, le tout en même temps. Il faut une base solide pour tenir debout, une boussole pour savoir où l'on va, une équipe pour démultiplier les énergies et éviter de ramer seul. Je suis Geoffrey Brunel, professionnel engagé du mouvement sportif, fort de plus de 15 ans d'expérience en club, puis au sein d'une fédération sportive, et je vais vous plonger dans l'univers associatif, pilier du sport en France, pour comprendre comment cela fonctionne, ce que la loi impose et surtout ce que ça signifie concrètement sur le terrain. Aujourd'hui, on vous emmène dans les coulisses de la création d'une association et de sa gestion. Des statuts à l'Assemblée générale, des responsabilités au bon plan pour bien s'organiser. Pour nous éclairer, j'ai la chance d'accueillir deux invités exceptionnels. Sabina Souyounov, juriste spécialisée en droit associatif, qui va nous aider à décrypter les bases juridiques, et Didier Rey, président du comité régional Normandie et aussi président du club de Rouen, qui va nous partager son expérience concrète de terrain. Deux angles complémentaires pour comprendre les rouages du modèle associatif. Bienvenue à vous deux. Bonjour Geoffrey et merci pour cette invitation. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui et d'échanger sur cette thématique, puisque au quotidien je suis effectivement responsable juridique de la Fédération française de triathlon, mais je baigne dans le milieu associatif depuis quelques années maintenant, une vingtaine d'années, puisque j'ai commencé dans un club, un peu comme beaucoup, dans un club de gymnastique, ce qui m'a permis ensuite de devenir entraîneur, puis juge-arbitre, et au fur et à mesure d'intégrer le comité directeur de mon association, puis le comité directeur de notre comité départemental, et au niveau régional également une commission technique. Et toutes ces expériences-là m'ont donné envie de m'investir dans le milieu sportif, mais en tant que juriste, puisque ce qui m'avait marqué, c'était la difficulté que pouvaient rencontrer certains dirigeants à comprendre quelles sont les règles qui s'appliquent au club, à leur activité. Et c'était ça que j'avais envie de faire, de traduire les règles de manière compréhensible. Et c'est en ça que ça fait sens pour moi d'être ici aujourd'hui. Donc encore merci. Didier, en tant que président associatif à double casquette, pouvez-vous vous présenter aux auditeurs ? Merci Geoffrey. Alors pour ma part, je rappellerai simplement que j'appartiens à la fédération sportive des ASPTT, qui est une grande fédération omnisport qui rassemble 220 clubs autour de 200 000 adhérents. Et pour ce qui me concerne, je suis président bénévole de l'ASPTT Rouen, qui est un club de 3500 licenciés depuis une vingtaine d'années. Et je suis depuis janvier 2022 président du comité régional Normandie, qui rassemble 12 000 licenciés sur son territoire autour de 13 clubs. Merci à vous deux. Allez, on y va. On vous emmène sur les notions clés du monde associatif. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer simplement ce qu'est une association au regard de la loi ? Effectivement, je pense qu'il faut commencer par les bases. Sans entrer dans les détails, je pense que ce qu'on peut retenir pour ouvrir cette discussion, c'est que une association, c'est deux choses. C'est autant un projet collectif qu'un contrat. Et ça, c'est la loi du 1er juillet 1901 qui nous le dit. On entend souvent d'ailleurs l'expression « association loi 1901 ». Et donc dans le tout premier article, ce qu'on peut lire, c'est qu'une association, c'est deux ou plusieurs personnes qui se mettent en commun pour faire des choses. Donc
peu importe les connaissances ou l'activité qu'ils souhaitent mettre en commun, c'est d'abord ce projet collectif. Et c'est ça qui permet de donner à l'association son droit de vie en quelque sorte. Mais c'est aussi un contrat, puisque le titre complet de cette loi-là, c'est donc la loi relative au contrat d'association. Un contrat, un peu comme dans la vie de tous les jours, c'est finalement 2 ou plusieurs personnes qui se mettent d'accord sur certaines choses. Et c'est ce qu'on appelle plus communément les statuts, un terme qu'on entend aussi assez régulièrement. Et c'est ce document-là qui fait le lien entre toutes les personnes qui font partie de l'association. Donc voilà, pour une réponse un petit peu juridique, c'est ces 2 éléments-là qui me semblaient importants. Vous avez parlé des statuts, mais quels sont les documents incontournables pour créer et même pour gérer une association? Alors, pour créer une association, il y a quelques démarches à faire effectivement. C'est une mission qui peut être assez fastidieuse pour les dirigeants, mais elle est quand même importante. J'ai bien aimé le parallèle qu'on a fait en introduction sur l'association, c'est comme accueillir un enfant. Et je partage cette vision-là, puisque quand on décide de créer une association, on doit d'abord choisir un nom, prendre un certain nombre de décisions qui vont avoir un impact sur la vie de l'enfant ou l'association. Et comme pour un enfant, il faut des parents fondateurs, comme on l'a dit, au minimum 2. Et une fois qu'on a tout ça, on va signer en quelque sorte l'acte de naissance. Donc, on a parlé des statuts, c'est ce que c'est. C'est un peu un livret de famille et dans lequel on va noter quelles sont les règles de vie, quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'on va faire, qui va prendre les décisions, etc. Et fort heureusement, il n'y a pas besoin de faire compliqué. C'est pas la peine de mettre des grandes phrases qui font complexe. Il faut surtout être clair dans ce qu'on écrit. Et je pense qu'il y a des thématiques un petit peu plus importantes que d'autres. Donc ça, je le vois d'expérience, des clubs qui me consultent sur certaines thématiques. Donc c'est surtout la partie adhésion et gouvernance qui me semble vraiment importante. Et ce que je peux dire aussi là-dessus, c'est que tous les statuts sont plus ou moins construits de manière assez identique. Une première partie sur l'objet, à quoi sert l'association. Ensuite, comment on devient membre, comment on intègre cette association, et comment on la dirige. C'est à peu près les 3 thématiques principales. Ça peut faire un petit peu peur de devoir partir d'une feuille blanche, et fort heureusement, il y a un certain nombre de structures qui peuvent être des ressources très intéressantes. Alors, les fédérations, dans un premier temps, si vous comptez être affilié à une fédération, parfois il y a des modèles de statut qui peuvent être communiqués au nouveau club. Au niveau des organes déconcentrés du comité olympique, des CROSS et l'ECDOS peuvent aussi avoir des ressources. On a, dans le cadre du dispositif local d'accompagnement, aussi tout un tas de documents. Le guide asso, ça c'est des ressources qu'on pourra d'ailleurs peut-être mettre à disposition dans les liens du podcast. Et ce qui est important, je pense, c'est de ne pas reprendre ces modèles-là tels quels, mais bien de se les approprier, de faire vraiment de réfléchir à comment on veut fonctionner. Une fois qu'on a tout ça, on fait ce qu'on appelle une assemblée générale constitutive. En gros, on se réunit avec les gens qui veulent faire l'association et on écrit un procès-verbal, un PV. Et c'est un document où on indique que, promis, on s'est bien réuni avec telle personne à telle date et on a décidé que l'association allait exister à partir d'aujourd'hui. On signe pour prouver que c'est vrai. Et voilà, à partir de là, c'est le point de départ de l'aventure associative. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps, mais c'est important de le faire et de le matérialiser. Merci Sabina pour l'ensemble de ces éléments qui permettent de répondre aux différentes interrogations sur le sujet du coup des statuts et des documents nécessaires obligatoires. Didier, avez-vous créé une association ou repris une association déjà existante? Alors pour ma part, quand j'ai rejoint la SPTD Rouen, c'était en tant que trésorier général à l'époque, à la fin des années 90. Et j'en suis devenu ensuite le président général du club en 2004. Ce qui fait qu'effectivement, j'étais devant une association qui datait d'ailleurs de 1937, puisqu'elle avait été créée à l'époque par des postiers à travers une section football. Merci Didier. Sabina, que se passe-t-il si on doit modifier les statuts et à quoi il faut faire attention en écrivant justement ces fameux statuts? À cette question, je vais répondre, je pense, d'une manière qui sera un petit peu récurrente dans cet échange. Ça dépend ce qui est marqué dans les statuts. Par rapport à la modification, généralement, c'est tout à la fin qu'on prévoit une assemblée générale qui se réunit pour modifier le texte. Pas de grande originalité là-dessus.
En revanche, quand on l'écrit, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a des thématiques un peu plus importantes que d'autres. Il y en a 2 en particulier qui me viennent à l'esprit, tout simplement parce que les clubs qui me contactent en lien avec un problème, sur le fonctionnement de leur association, c'est par rapport à ces 2 points-là. Donc comme je disais tout à l'heure, le fait de comment on devient membre d'une association. Très souvent, donc il y a un article qui s'appelle, voilà, membre ou composition, ça dépend des textes, et on peut lire que, pour être membre, il faut être à jour de ses cotisations. Ou parfois on a une version un petit peu plus, élaborée, il faut être membre. Pour être membre, il faut avoir sa cotisation et avoir rempli un dossier d'inscription. En soi, il y a pas de problème avec ce fonctionnement-là. Par contre, parfois, on peut avoir dans des clubs des personnes avec qui ça s'est pas très bien passé pour, voilà, différentes raisons, qui critiquent le fonctionnement, et cetera, qui quittent l'association et qui un jour veulent revenir. Et dans ce cas-là, si on a ces textes, voilà, cet article rédigé de cette manière-là, c'est compliqué de refuser la personne, puisque finalement, elle a payé sa cotisation, elle a rempli son dossier, et qu'est-ce qu'on fait maintenant avec, dans cette situation-là? Je suis pas en train de dire que, voilà, on peut de manière discriminatoire, choisir qui rentre dans l'association, hein. On n'a pas le droit de dire, toi tu rentres pas. C'est pas l'idée. Mais par contre, parfois, on a des éléments objectifs qui montrent que, bon, bah, ça s'est pas bien passé la première fois, il y a pas de raison que cette personne-là intègre cette structure. Et dans ce cas-là, ce que je recommande souvent, c'est d'ajouter une 3e condition, qui est le fait de valider les dossiers d'inscription, soit par l'organe dirigeant, soit par le président. Là, vous choisissez finalement comment vous voulez, matérialiser ça. Est-ce que c'est un mail? Est-ce que c'est le dossier d'inscription qui est signé? Voilà, il y a plein de solutions possibles. Mais ça permet par exemple au président d'acter officiellement le fait que, bah, telle candidature, malheureusement, pour des raisons objectives, bah, on la prend pas. Donc ça, c'est pour la partie membre. Et puis sur la gouvernance, il y a souvent une partie qui manque dans la plupart des statuts, c'est qu'est-ce qui se passe si tous les dirigeants démissionnent d'un coup? Parce que, bon, on pourra peut-être en parler un peu plus tard, des conflits dans la vie associative. Quand l'association existe depuis un certain temps, ça arrive. Je crois que ça arrive à tout le monde, malheureusement. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus personne? Alors, on n'est pas bloqué complètement parce qu'il y a la possibilité de saisir un juge qui va nommer un administrateur extérieur qui va venir aider pour faire l'assemblée générale. Mais c'est un petit peu contraignant, parfois long. Donc, il est aussi possible de prévoir qu'il y a voilà, un fonctionnement prévu de secours. Si par exemple il reste encore un membre qui n'a pas démissionné, on peut lui donner le pouvoir exceptionnellement pour convoquer l'AG. Ça peut être un certain nombre d'adhérents qui peuvent collectivement choisir une date et l'organiser. Enfin voilà, il y a des systèmes de secours qui peuvent être prévus et c'est toujours pratique quand il y a une situation de crise. Donc voilà, quelques petits conseils comme ça. Mais encore une fois, vous avez des juristes en fédération, vous avez d'autres instances qui peuvent voilà, vous aider sur cette rédaction-là. Donc il faut pas hésiter. Merci Sabina pour ces précisions très, très pointues en la matière. Donc on a parlé effectivement des statuts sur un document obligatoire. On entend souvent parler aussi des règlements intérieurs. Voilà, comment le règlement intérieur vient compléter les statuts et quel est son poids et sa validité juridique, si il en a. Effectivement, c'est un questionnement qui est aussi assez fréquent. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que le règlement intérieur n'est pas indispensable. Contrairement aux statuts, il faut les écrire une fois qu'ils existent. Le règlement intérieur, c'est un choix. C'est un complément, finalement, qui peut exister si on est capable de mettre sur papier comment on veut s'organiser au quotidien. C'est pas tout à fait les mêmes thématiques qui sont dans le règlement intérieur, généralement. On peut traiter, par exemple, du remboursement des frais, de la création de compétitions, de comment ça se passe pour les engagements en compétition. Voilà, c'est quelque chose qui relève, à mon sens, plus du quotidien. Et personnellement, j'ai un avis un petit peu mitigé sur le règlement intérieur. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas en faire hein, mais disons que si on écrit des choses dedans, il faut les respecter. Et parfois, quand les textes existent depuis une certaine durée, on peut se rendre compte qu'on a un certain fonctionnement qui est pas toujours conforme à ce qu'on a marqué peut-être il y a 5-10 ans dans le règlement intérieur. Donc voilà, si on le fait, si on est capable d'avoir ces précisions, c'est tant mieux. Voilà, c'est un bonus finalement, mais dans un premier temps, c'est aussi ok d'avoir juste les statuts et de se laisser le temps de voir comment on veut fonctionner avec les bénévoles présents. Donc voilà,
un bonus. Et maintenant, on peut se poser la question, comment on définit la mission principale et l'objet d'une association sportive? À travers quelle matière on peut la déterminer? Voilà. Concernant le but de l'association, effectivement, c'est l'article 1er des statuts, il faut commencer par là. Je conseille de pas faire trop d'originalité dans ce domaine-là. La loi 1901 nous dit que le but, en fait, c'est l'objet social, c'est le terme qu'on utilise. Et généralement, quand on est une association sportive, on va souvent ensuite s'affilier à une fédération. Et généralement, ce qu'on voit dans les statuts, c'est que l'objet du club, c'est la pratique et le développement de disciplines. On applique ensuite, on marque les disciplines qu'on souhaite développer. Et là-dessus, je pense que c'est ok de lister les disciplines, mais il faut faire attention à ne pas faire de liste exhaustive. C'est-à-dire, on développe ça, puisque le jour où vous voulez développer autre chose, et ça peut arriver, il faut convoquer l'assemblée générale, réunir tout le monde, changer les textes. Donc voilà. Pour ma part, les clubs de triathlon qui me contactent, généralement, ce que je conseille, c'est de mettre pratique et développement des disciplines enchaînées, notamment le triathlon, les raids et tout ce qu'on veut. Mais le notamment, voilà, il permet de dire que c'est pas une liste exhaustive, on peut faire d'autres choses si on a envie dans le futur. Et cet objet-là, finalement, il y a un lien assez fort avec le projet associatif. Et là, on sort du cadre juridique et c'est plus le témoignage d'un dirigeant qui est pertinent. Mais c'est vraiment, voilà, c'est la base de ce qu'on fait globalement. Et il faut s'assurer que ce soit pas limitant pour les activités qu'on va développer. Mais rien de très compliqué là-dessus. Donc pour résumer, au niveau des formalités administratives, nous avons des statuts qui permettent l'existence de l'association, le règlement intérieur qui permet le bon déroulement et qui peut être plus un outil à destination des sociétaires et des membres de l'association. Et concernant justement le projet de développement de la structure dans son environnement, on entend souvent la notion de projet associatif ou de projet club. Concrètement à Rouen, comment on peut définir son projet associatif, Didier? Alors, bien évidemment, c'est pas le seul président du club qui va s'emparer de ce sujet. Mais il a autour de lui un comité directeur. Pour ce qui nous concerne à Rouen, 18 membres dans ce comité directeur. Et nous avons récemment travaillé à l'actualisation de notre plan de développement club en 3 parties et qui est adossé à la mandature, les mandatures olympiques. Donc là, on est reparti sur un plan préexistant, bien évidemment, mais nous l'avons actualisé pour la mandature 2025-2028. Et c'est bien un collectif qui s'est emparé de ce plan de développement club, qui est en lien avec notre raison d'être au départ, à savoir, pour ce qui nous concerne, faciliter l'accès au sport pour toutes et tous, aussi bien en loisir qu'en compétition. Et à partir de cette déclinaison et de cette raison d'être, nous avons décliné en 3 grandes parties, effectivement, notre plan de développement club. C'est vrai aussi au niveau régional, puisque nous sommes dotés aussi donc d'un plan de développement régional, tout comme la fédération, vous vous en doutez, des ASPTT, est elle-même dotée d'un plan de développement fédéral, valable là aussi sur la mandature 2025-2028. Merci Didier pour ces précisions concernant le projet associatif, aussi bien à l'échelon du coup du club que du comité départemental ou du comité régional en fonction de la structuration de notre mouvement fédéré. Mais concrètement, en tant que club sportif, Sabina, comment est-ce que l'on peut faire partie d'une fédération? Eh bien, c'est un très beau projet de faire partie d'une fédération. Je peux que le soutenir. Il y a 2 étapes là-dedans. Si on s'est arrêté à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on vient juste de créer son association, il faut d'abord s'enregistrer auprès de la préfecture. Encore une démarche administrative, mais pas très compliquée, puisque une fois qu'on a créé l'association, on existe, mais on n'a pas ce qu'on appelle la capacité juridique, la personnalité juridique, qui en fait c'est le droit d'avoir des droits et des obligations, d'exister aux yeux de la loi. C'est ce qui nous permet ensuite d'ouvrir un compte bancaire, de signer des contrats, de demander des subventions, un peu utiles, voilà, d'avoir tout ça. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord aller sur un site internet prévu pour ça. Toutes les démarches se font en ligne. On dépose ses statuts, son PV, etc. Ce qui permet ensuite d'être inscrit
au RNA, au Registre national des associations, et d'avoir un numéro, un peu comme notre plaque d'immatriculation, et un document justificatif. Et à partir de là, on existe, ça y est. Ensuite, on peut aller voir sa fédération pour faire la procédure d'affiliation. Généralement, toute fédération a une plateforme de contact, de gestion. On remplit les informations et c'est ça qui permet ensuite de faire partie de la fédération de manière administrative. La partie fonctionnement et lien avec des instances locales, ça c'est une autre histoire. Ça relève pas directement du juridique, mais ça se fait en 2 temps. Ouais, très bien, merci pour ces précisions concernant donc les mouvements fédérés et les fédérations. Petite question, Didier, peut-on faire partie de plusieurs fédérations en même temps? Ouais. Donc à la question de Geoffrey, je réponds de la façon suivante. En tant que club ASPTT local, nous sommes effectivement affiliés à la Fédération des ASPTT au niveau national, via le comité régional aussi Normandie dont j'ai parlé tout à l'heure. Et tout ça n'est pas à confondre avec évidemment l'exhaustivité de toutes les disciplines sportives pratiquées dans un club omnisport comme le nôtre, où là, il y a évidemment des liens avec toutes les fédérations délégataires. Je suis, par exemple, responsable de la section basketball. Je suis en lien direct aussi à un moment donné avec la fédération délégataire de basketball. Donc, bien distinguer les deux. Donc, à cette question, je réponds de façon nuancée. Et pour compléter les propos de Didier, juridiquement, il n'y a pas de difficulté à être affilié à plusieurs fédérations. Par contre, il peut y avoir des règles propres à chaque fédération. Par exemple, au niveau du triathlon, on a une obligation de licencier l'ensemble de tous ses adhérents. Tout le club doit avoir une licence. Les fédérations peuvent avoir leurs propres règles à ce sujet. Et ensuite, de manière générale, il y a des règles prévues par le Code du sport. Et quand vous allez demander l'affiliation, chaque fédération va vérifier que vous avez bien un fonctionnement démocratique, que vous faites pas de discrimination. Alors, ça semble être du bon sens, mais c'est quand même des éléments à garder en tête. Il y a aussi une autre thématique dont on n'a pas parlé et qui est aussi indispensable pour s'affilier, c'est le contrat d'engagement républicain, qui est une nouveauté depuis 2021 et qui permet à l'État de s'assurer que l'association respecte, alors je mets des guillemets, le pacte républicain, mais globalement qu'on s'assure qu'il y a un fonctionnement égalitaire pour tout le monde, qu'on fait de la prévention des violences, ce genre de choses. Et finalement, c'est des documents aussi qui seront vérifiés au moment de l'affiliation par chaque fédération. Très bien, merci beaucoup à vous deux pour l'ensemble de vos précisions. Donc là, nous avons donc créé une association avec du coup ses statuts, l'ensemble des démarches ont été réalisées. Maintenant, au niveau de la gouvernance associative et tout ce qui sera plutôt autour des prises de décision, du côté des dirigeants, quels sont les rôles clés et quelles pourraient être leurs responsabilités lorsqu'on parle du trio de tête composé du président, du trésorier, du secrétaire? Comment se repartissent concrètement leurs missions, s'il vous plaît, Sabina? Alors, au niveau juridique, une réponse assez rapide, puisque la loi de 1901 parle uniquement des fonctions de président. Enfin, c'est la seule fonction vraiment obligatoire, et aucune mention des fonctions de trésorier ou de secrétaire. Dans les faits, c'est indispensable d'avoir des personnes qui ont ces fonctions-là, mais mais ça, c'est finalement un fonctionnement propre à chaque structure, et c'est plus les dirigeants, une fois qu'ils mettent en place le fonctionnement associatif, qui le déterminent. Et c'est pour ça que je vais laisser la parole à Didier sur cette thématique. Alors, pour ce qui nous concerne, effectivement, la responsabilité juridique ici à Rouen, et notamment la responsabilité pénale, est entre les mains du seul président ou de la seule présidente du club que je suis. Et un petit retour d'expérience, il y a quelques années, le dirigeant d'une section avait passé un contrat de sponsoring avec donc un annonceur, avec un certain nombre de contreparties de chaque côté. Tout se serait bien passé. Nous ne connaissions pas, nous, côté Omnisport, l'existence de ce contrat. Et tout se serait bien passé, si ce n'est qu'un jour, le bénéficiaire de ce contrat a trouvé que la section en question ne remplissait pas
ses obligations. Et là, est rentré en conflit avec la section athlétisme, en l'occurrence, qui avait passé ce contrat. Et donc, c'est revenu à la figure des dirigeants et du comité directeur chez nous avec effectivement l'engagement de la responsabilité qui était la mienne autour de ça. Chacun a pris un avocat, chacun de son côté, il faut se le dire aussi. Et tout ça s'est terminé par une transaction entre les deux parties. Mais voilà, bon, un cas concret qui n'est pas courant, mais qui peut aussi arriver, où il ne faut pas confondre, et je pense que c'est extrêmement important, nos responsables dans les sections sont autonomes, et on tient à ce qu'ils soient autonomes, mais ils ne sont pas des travailleurs indépendants. Ils ne sont pas indépendants. Confondre l'autonomie et l'indépendance est une grave erreur, bien évidemment, et il faut vraiment s'en garder. Merci à tous les deux pour ces éléments de réponse et merci pour ce témoignage, Didier, qui met véritablement en avant les responsabilités sur lesquelles vous vous engagez en tant que président. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un conseil à donner à un dirigeant débutant face justement un peu à toutes ces démarches administratives? Bien, pour un dirigeant débutant, c'est, je dirais, d'abord l'envie. Il sait qu'il va devoir donner du temps, donc il faut bien effectivement avoir ça en tête, et il faut être entouré. S'entourer aussi, évidemment, de gens qui, comme lui, ont envie effectivement de faire avancer l'association. C'est un travail collectif. Il faut être en capacité d'animer aussi un collectif, et aussi en même temps, évidemment, en capacité de reconnaître tous ces bénévoles. Un mariage un peu, je dirais, entre les salariés d'un côté et les bénévoles de l'autre. Donc il faut savoir aussi, on en reparlera certainement tout à l'heure, savoir aussi les reconnaître bien évidemment, les bénévoles au premier chef aussi et les salariés, qui n'obéissent pas tout à fait à la même logique, mais qui ont tous le même but en tout cas. Très bon, on prend note de ce conseil. Vous avez parlé effectivement d'avoir envie, mais aujourd'hui, comment trouver des personnes motivées justement pour être dirigeantes des associations de demain? Je dirais que quelque part, un bénévole doit pouvoir en cacher un autre. Quand on est bénévole dans une association, je veux dire quelque part, il faut toujours essayer de trouver son double ou son plan B, je dirais, hein, qui permet aussi de rejoindre, pourquoi pas, l'association, de faire partie des bonnes volontés, de continuer le chemin. Et tout ça est une action de proximité, une action effectivement de longue haleine. Et là, nous avons connu des années difficiles pendant le Covid où les tranches de bénévoles qui étaient déjà engagés depuis parfois des décennies ont, pour un certain nombre d'entre eux, décramponné. Donc, il a fallu repartir au combat, trouver de nouvelles générations, effectivement, de bénévoles qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs et qui souhaitent s'engager parfois sur des actions de court terme plus que de long terme. Et comment encouragez-vous justement la participation et l'engagement des membres pour éviter justement le court terme et faire en sorte que nos clubs et que l'ensemble des clubs puissent renouveler facilement leur organe de gouvernance? Je dirais qu'il faut créer un sentiment d'appartenance. Et je vais prendre un exemple très concret chez nous dans la fédération des ASPTT, qui est le brevet fédéral omnisport, qui est une nouveauté que l'on cherche à promouvoir depuis maintenant plusieurs mois, qui s'adresse aussi bien aux salariés qu'aux bénévoles, les bénévoles permanents, j'entends, le plus souvent. Et là, c'est une formation qui se passe en distanciel de 2 à 3 heures, qui permet de balayer des items très généraux tels que l'organisation du sport en France, l'organisation de la fédération des ASPTT, du club de Rouen. Et là, on découvre, chemin faisant, quand on le fait en collectif, on découvre des pans entiers de nouveautés ou d'items que l'on n'avait pas forcément soupçonnés. Et c'est ça dont je parle quand je parle de sentiment d'appartenance. C'est faire en sorte que les bénévoles soient reconnus, qu'on leur propose aussi des formations idoines qui leur permettent aussi de progresser, qu'on les sache les récompenser aussi. Parfois, il y a évidemment les médailles, des diplômes, que l'on peut aussi leur réserver, des moments festifs aussi. Il faut savoir cultiver toute cette alchimie, je dirais, pour faire en sorte que la mayonnaise prenne.
Je partage totalement ton retour, Didier, entre effectivement le sentiment d'appartenance, la formation et l'acculturation, qui peuvent être effectivement des éléments majeurs qui vont viser effectivement à la valorisation hein, des membres dans leur engagement associatif. Petite question, Sabina, est-ce qu'il est obligatoire d'avoir la parité dans son organe de direction? La parité, c'est une thématique qui revient souvent ces derniers temps. Est-ce qu'il est obligatoire? Oui et non. Ça dépend qui vous êtes, finalement. Puisque pour le cas des clubs classiques, hein, les clubs sportifs, le code du sport prévoit uniquement qu'il faut prévoir un égal accès des femmes et des hommes aux instances dirigeantes. Par contre, si on est une association nationale, c'est le cas des fédérations, là on a une obligation de parité. Alors, depuis 2024 pour les fédérations et à partir de 2028 pour les organes régionaux. Donc ça demande un véritable travail entre guillemets pour aller chercher les personnes qui ne sont pas encore naturellement arrivées à ces instances dirigeantes. Mais pour être tout à fait honnête, je pense que c'est intimement lié au fonctionnement de l'association et à la qualité du cadre qu'on propose. Et c'est là qu'on fait le lien avec l'implication des bénévoles, puisque si on arrive à comprendre pourquoi les gens sont là, de les valoriser de manière juste, tout en laissant à chacun la place nécessaire, regarde des fonctions, des compétences, je pense que c'est ça qui fait sens et qui donne aux personnes l'envie de rester dans cet environnement-là. C'est pas facile à mettre en place, pour autant c'est essentiel. Et voilà, la parité, c'est juste un élément de cette obligation d'inclure tout le monde, mais c'est pas la réponse à tout. Très bien, merci Sabina, avec effectivement un élément important que vous venez de décrire, qui est effectivement la notion de comprendre pourquoi une personne s'engage et qu'est-ce qui fait que du coup on va pouvoir renforcer son sentiment d'appartenance dans le mouvement associatif. Je me retourne du coup vers Didier et Didier, parlez-nous de vos débuts justement dans le monde associatif et qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans un premier temps au club, puis à la suite au sein du comité régional. Je dirais quelque part, le fil rouge, c'était véritablement pour moi l'intérêt général. Que ce soit au niveau du club ou au niveau du comité régional, tous ensemble, au niveau du comité directeur, nous tirons dans la même direction. Et c'est cela que je m'évertue à promouvoir le plus possible, c'est véritablement aller tous dans l'intérêt général du club et pas dans l'intérêt personnel des uns des autres. Et c'est ça qui m'a motivé à rejoindre effectivement la fédération des ASPTT, plus particulièrement un club local, déjà depuis longtemps en tant que président de Rouen, plus récemment au niveau d'un comité régional, et j'y trouve toujours mon compte grâce justement à la sauvegarde de cet intérêt général, et je pense qu'il m'appartient notamment de le promouvoir. Et c'est extrêmement important dans le monde d'aujourd'hui de rencontrer encore des personnes qui tirent la charrue dans le même sens, en sauvegardant l'intérêt général du club et pas leur seul intérêt particulier. Très bien, ce qui me fait rebondir sur une nouvelle question, toujours pour vous Didier. Puisqu'on parle d'intérêt général, concrètement, quel était le plus grand défi auquel vous avez été confronté? Le plus grand défi, je l'ai vécu un peu il y a 5 ans, lorsque, déjà président du club de Rouen, j'avais décidé, en arrivant en retraite, de donner un peu plus de temps encore à l'association et de passer, on va dire, du statut un président un peu, j'allais dire, éloigné, parce que à l'époque, je n'avais pas trop de temps à consacrer à l'association. Mais là, j'avais l'occasion, en consacrant 2 jours par semaine au club, au minimum, de soulever un peu le capot du moteur. Et là, je me suis dit que, RH-ment parlant, il était important de cultiver le terrain et de faire comprendre que, notamment pour les salariés, il allait falloir parler par une objectivation annuelle pour rentrer véritablement dans un cadre motivationnel qui leur permette évidemment de réfléchir eux-mêmes aux objectifs qui pouvaient être les leurs, de les partager, de les consigner, de les évaluer
et quelque part aussi, pourquoi pas, de les confronter avec une possible augmentation salariale. Ça, je considère que c'est un des grands défis qu'on a mis sur la table, sur lesquels il fallait recueillir une adhésion. Et aujourd'hui, avec le recul de 5 ans, j'ai la faiblesse de penser effectivement que ça a fait progresser les uns les autres et que c'est véritablement un instrument de dialogue permanent. Alors en 2020 et ce Covid qui a fragilisé tout le mouvement sportif, on a rencontré tous des difficultés organisationnelles. Et concrètement, dans cette période, qu'est-ce qui vous a motivé à continuer malgré les difficultés? Il y avait une question existentielle elle-même à laquelle on a été confronté, tout le mouvement sportif et tous autant que nous sommes. Il fallait garder le contact. Et donc là, d'une façon ou d'une autre, avec l'avènement des visios, on a tout d'un coup, en quelques semaines, progressé notablement les uns les autres. On a pris le parti de rentrer effectivement en visio, que ce soit au niveau fédéral, au niveau d'un comité régional ou au niveau du club, pour garder le contact tous ensemble sur évidemment une période difficile où on savait, et c'est ce qui s'est passé, on allait perdre évidemment des adhérents, mais il était important de garder le contact côté communication avec par exemple le tournage de petites vidéos donc d'exercices physiques pour garder effectivement la forme et garder, j'allais dire, l'esprit bien prêt à reprendre aussi. Donc on a créé à cette époque-là des newsletters notamment, avec du lien effectivement qu'on a gardé ensemble et qui nous a permis, dès que ça a été possible, de repartir vers l'avant de façon beaucoup plus présentielle. Super, on comprend bien le côté communication, le côté contact auprès des différentes parties prenantes ou des sociétaires. Et aujourd'hui, comment gérez-vous justement les relations avec l'ensemble des partenaires? Alors nos partenaires sont multiples, hein. On est dans le monde du sport. Si je prends effectivement le budget d'une grande association sportive de 3500 adhérents, ça dépasse largement le 1 000 000 d'euros. Et les deux grandes plaques constitutives de ce budget, ce sont les subventions et puis les adhésions. Des subventions qui nous viennent à la fois de la ville de Rouen, pour ce qui nous concerne, du conseil départemental, du conseil régional, de l'ANS, évidemment, de la métropole Rouen-Normandie. Donc, c'est une action de lobbying du quotidien qui consiste évidemment à rester en contact avec l'adjoint au sport de la ville, le service des sports de la ville pour ce qui est des partenaires évidemment institutionnels, et ça c'est quasi du quotidien, parce qu'il ne faut pas oublier une chose pour ce qui nous concerne dans les ASPTT. La plupart des ASPTT aujourd'hui ne possèdent plus d'installation, mais sont dépendantes en quelque sorte des collectivités qui leur décernent des créneaux pour pouvoir donc fonctionner. Et donc, il est évident que par rapport à cela, il faut garder un lien très étroit. Ce lien, nous l'entretenons aussi avec le monde des sponsors, le monde des mécènes aussi, à travers un certain nombre d'actions que nous entreprenons sur des réseaux professionnels tels que LinkedIn, par exemple, où nous travaillons aussi hebdomadairement, de ce point de vue-là aussi, pour entretenir effectivement la flamme. Donc, côté public comme côté privé, c'est une action très répartie dans l'année, très importante aussi, qui fait la vie aussi de l'association. Et dans une association comme la nôtre, on s'est un peu spécialisé aussi là-dessus pour sauvegarder l'avenir. Très bien, merci Didier pour ce bon retour sur justement la gestion au quotidien des différentes parties prenantes et des sociétaires de l'association. Euh, Allez, on va aborder le sujet un petit peu de la conclusion de ce podcast. Est-ce que Didier, tu peux nous donner un conseil pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans la vie associative? Avant tout, je le disais tout à l'heure, l'envie, à n'en pas douter, mais aussi cette envie, elle est un peu téléguidée avec le fait de prendre la précaution de se renseigner avant sur l'écosystème de l'association, de façon à ce que on soit bien en phase avec la réalité prévisionnelle. Ça me paraît effectivement essentiel d'aller vers ça, mais l'envie est absolument prééminente. Et pour compléter ces propos que je partage totalement,
Je pense que quand on décide d'être dirigeant d'une association, quand on veut se lancer là-dedans, donc c'est une grosse responsabilité. Mais au-delà du tout le fonctionnement qu'on vient d'évoquer, qui est important également, il y a aussi un aspect humain qui est non négligeable. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut vraiment faire attention. Alors, on arrive avec ses qualités et ses défauts, et ça, on n'y peut pas grand-chose. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que on parle souvent de l'intérêt général. On a souvent tendance à dire que quand on est bénévole, on est là pour les autres. Alors, c'est pas complètement faux. Et heureusement d'ailleurs, mais l'impact individuel et ce qu'on en retire à titre individuel, je trouve ça essentiel aussi. Et c'est pour ça qu'un échange, voilà, avec chaque personne, on disait tout à l'heure, comprendre pourquoi ces personnes sont là, et trouver des outils aussi pour les soutenir. Il y a des moyens de faire financer des formations, par exemple, alors tant pour les salariés que pour les bénévoles. Alors, peu importe la thématique, ça vient en discutant. Mais pour moi, c'est vraiment voilà, ces compétences humaines là, de gestion des conflits, de l'écoute, qui sont essentielles et qui font que les bénévoles ont envie de rester, que l'association tient debout. Et finalement, ça permet d'impulser cette bonne énergie dans tous les domaines de fonctionnement, et même dans l'administratif et dans le juridique, tout est beaucoup plus clair, voilà, quand on échange sur ces bases-là. Voilà. Merci. À mon tour de vous remercier tous les deux pour vos témoignages précieux et merci à vous, auditeurs, d'avoir été avec nous. Retrouve tous les liens et les ressources en description de ce podcast. Nous vous disons à très vite dans un prochain épisode.